et d'une famille qui est relativement proche, qui s'appelle la famille des entérocoques. Alors l'ensemble de ces bactéries est classé dans un groupe qui s'appelle les Streptococcacées, c'est le nom de la famille. Et il y a 3 genres principaux, en tout cas parmi ceux qui nous concernent en médecine humaine. Il y a le genre Streptococcus, le genre Enterococcus et le genre Lactococcus. Un petit détail, chaque fois qu'un nom est écrit en latin, c'est une langue différente de la langue principale du texte qui est le français, il est donc en italique. Les noms de genre, c'est-à-dire ces groupes qui contiennent les espèces, ils sont toujours écrits avec une majuscule, donc majuscule italique. En revanche, si vous écrivez un streptocoque c'est un nom commun français, S minuscule, streptocoque. D'accord ? Le nom des espèces complet, c'est un nom de genre et ensuite le nom de l'espèce. Donc Streptococcus pneumoniae par exemple. Dans ce cas-là, Streptococcus italique avec une majuscule. En revanche, le nom de l'espèce, c'est un adjectif, en italique aussi parce que c'est du latin, mais sans majuscule. D'accord ? Bien. Alors, la caractéristique de ces streptocoques, c'est d'être plutôt dans la partie dite à bas GC% du règne bactérien, comme les staphylocoques. Quand on regarde leur génome, globalement, il y a assez peu de G et de C dans leur base nucléotidique. On verra des grammes positifs la fois prochaine, comme les corynébactéries, qui sont au contraire très riches en G et C. L'essentiel de ce qu'on a à retenir des streptocoques, c'est que ce sont de petits cocciers à grammes positifs, donc des petits grains à grammes positifs, et qu'ils sont disposés, comme l'étymologie de leur nom l'indique, streptos, le crochet, en grec, ça a l'air d'être des crochets. Alors vous me direz quel rapport entre le crochet et la chaînette? Bien avant qu'on ait des microscopes suffisamment performants pour voir la forme en chaînette, que vous voyez ici en microscopie électronique, vous voyez l'enchaînement des bactéries, eh bien, avec les premiers microscopes, on n'avait qu'une vue globale et on avait l'impression d'un micro-organisme en forme flexueuse de crochet, de serpent, ce que vous voulez. C'est pour ça qu'on les a appelés streptocoques à l'origine. On ne les voyait pas en tant que bactéries individualisées. La longueur des chaînettes est variable. Les gens très expérimentés sont capables de dire quand les chaînettes sont longues, c'est plutôt telle espèce plutôt que l'autre. Il n'y a pas vraiment de règles dans ce domaine. Ce sont des bactéries qui sont immobiles, comme les staphylocoques. Il y a quelques rares exceptions, semble-t-il, chez les entérocoques. Moi, je ne les ai jamais vus bouger, mais il paraît qu'il y en a. C'est des bactéries qui sont non sporulées, donc elles n'ont pas de forme de résistance. On verra que d'autres bactéries à grammes positifs en ont. Et ce sont des bactéries aérobies. À la différence des staphylocoques qui aiment vraiment une atmosphère aérobie, les streptocoques, ils n'aiment pas une forte tension d'oxygène. Ce sont des bactéries qui ont besoin d'oxygène, mais de pas trop d'oxygène. C'est pourquoi elles préfèrent vivre sous tension réduite d'oxygène, voire même sous une atmosphère riche en gaz carbonique ou une atmosphère dans laquelle il y a peu d'oxygène. Donc on a vraiment souvent tendance à les incuber en anaérobiose. Et puis la grosse différence avec les staphylocoques, en plus de leur forme en chaînette, plutôt qu'en amas, c'est l'absence de catalase. Catalase, c'est l'enzyme qui clive l'eau oxygénée en oxygène et en hydrogène. C'est un mécanisme de détoxification présent chez des tas de bactéries et il est absent chez les streptocoques. Donc catalase négative. Alors maintenant, il y a plus de 90 espèces de streptocoques. Il y en a à peine une dizaine qui sont de véritable importance médicale. Et il y a 3 pathogènes majeurs, et c'est vraiment ces 3 pathogènes majeurs que je vous demande de retenir, ainsi que leur mode de fonctionnement et un peu leur sensibilité aux antibiotiques. Ces 3 pathogènes sont le streptocoque bêta-hémolytique du groupe A, qui s'appelle Streptococcus pyogenes, le streptocoque bêta-hémolytique du groupe B, qui s'appelle Streptococcus agalaxiae, et enfin le pneumocoque, qui est probablement celui que vous rencontrerez le plus souvent dans votre pratique quotidienne. Alors comment va-t-on classifier ces streptocoques? Eh bien, vous m'avez entendu dire déjà 2 fois hémolytique, bêta-hémolytique. Une des caractéristiques des streptocoques, c'est qu'ils poussent essentiellement sur des géloses qu'on est forcé d'enrichir avec du sang, des globules rouges. Vous voyez que cette gélose ici, une belle couleur rouge, et cette couleur rouge, elle est due à la présence d'hématies. Et ces hématies vont favoriser très nettement la croissance des streptocoques. Et les streptocoques, de façon générale, réagissent avec les hématies, soit de façon relativement légère, et vous ne le voyez pas ici, mais vous le verrez sur les documents qu'on va vous fournir. Il y a ici, vous ne les voyez pas vraiment, mais il y a un streptocoque qui est là et qui a légèrement modifié les hématies, les a un peu abîmées, et ça donne une hémolyse verdâtre, qui est une hémolyse qu'on appelle alpha, on va revenir dessus.
La seule que vous voyez bien ici, c'est cette hémolyse. Vous voyez, on a dessiné un bêta ici avec des bactéries. Et là, les hématies ont disparu. Elles ont explosé sous l'action d'une toxine qu'on verra tout à l'heure. Et ça, c'est ce qu'on appelle la bêta-hémolyse, qui est un caractère très important des espèces pathogènes comme Pyogenes. Donc les espèces qui donnent cette hémolyse totale, qu'on appelle la bêta-hémolyse, c'est Streptococcus pyogenes et Streptococcus agalaxiae, les deux plus importants, mais également un certain nombre d'espèces proches de Pyogenes, notamment Streptococcus equi et Streptococcus equisimilis. Ce sont des bactéries qui, à l'origine, ont plutôt été découvertes chez les animaux, mais qui ont un grand pouvoir pathogène chez l'homme, qui ressemble beaucoup à celui de Pyogenes. Et puis à côté de ça, il y a un autre petit groupe de bactéries qu'on appelle les streptocoques du groupe Milri, parce qu'à l'origine, ils avaient été baptisés Streptococcus milri. Maintenant, on sait qu'il y a plusieurs espèces. Eh bien, ces streptocoques du groupe Milri, ils vivent dans notre sillon gingival, mais ils donnent des infections profondes, souvent très ennuyeuses et de plus en plus fréquemment retrouvées. Alors, la diapositive précédente n'était pas à sa place. Alors, ce qui donne une hémolyse partielle, la fameuse hémolyse verdâtre, c'est celle qu'on va appeler l'alpha-hémolyse. Ce sont les streptocoques de la bouche, ceux qu'on trouve dans la salive, ceux qu'on trouve au fond de la gorge, en quantité gigantesque. Donc des streptocoques qui, du fait de cette hémolyse verdâtre, vont être appelés du nom générique, mis entre guillemets, parce que ce n'est pas un nom d'espèce, on appelle ça les streptocoques viridans. On trouve ça dans la littérature depuis des dizaines d'années. Et c'est vrai que globalement, c'est une famille très riche avec plein d'espèces, mais ils sont caractérisés par cette hémolyse alpha. Et l'un de ces streptocoques oraux est, lui, particulièrement pathogène, adapté à l'homme, c'est Streptococcus pneumoniae, le pneumocoque. On va y revenir. Certains entérocoques sont également alpha-hémolytiques, et puis Streptococcus bovis est également alpha-hémolytique. On trouve de temps en temps dans la littérature, anglo-saxonne notamment, un terme qui est le terme de gamma-hémolyse. C'est ce que les anglo-saxons ont trouvé de mieux, ce n'est pas super malin, pour caractériser l'absence d'hémolyse. Donc quand vous lisez cette bactérie est gamma-hémolytique, ça veut dire qu'elle n'est pas hémolytique. On pourrait se passer de ce genre de facétie. Néanmoins, sachez qu'il y a quand même un certain nombre de streptocoques qui ne modifient pas les hématies quand on les cultive sur des géloses au sang, notamment les entérocoques les plus courants, comme Enterococcus fecalis, et puis certaines souches de Streptococcus milri ou de Streptococcus bovis. Donc certaines souches sont alpha-hémolytiques, d'autres sont non hémolytiques. Donc ça, c'est une classification très pratique parce que quand vous ouvrez votre étuve le matin dans un laboratoire et vous regardez les boîtes, tout de suite, la bêta-hémolyse de Streptococcus pyogenes vous saute aux yeux et c'est un pathogène majeur comme on va le voir. Néanmoins, tout ça n'est quand même pas très scientifique et il y a très longtemps déjà, une grande bactériologiste qui s'appelait Rebecca Lansfield a réalisé un système de typage des streptocoques avec des anticorps spécifiques de chacun des grands groupes pathogènes. Elle a défini un groupe qui agglutine avec ses anticorps A, et ce groupe A, c'est le groupe de Streptococcus pyogenes. D'où le nom de Streptococcus pyogenes, c'est le streptocoque bêta-hémolytique du groupe A. C'est comme ça qu'il sera désigné le plus souvent dans le langage vernaculaire et même dans la littérature. Autre streptocoque bêta-hémolytique, mais cette fois-ci qui agglutine en B, Streptococcus agalaxiae. Et puis, autre groupe important, le groupe D. Dans le groupe D, il n'y a pas que des entérocoques, il n'y a pas que des streptocoques, il y a aussi les entérocoques, famille assez voisine, et puis il y a Streptococcus bovis, un agent d'endocardite important. Retenez éventuellement aussi groupe F, c'est le groupe des streptocoques milri. Donc vous voyez qu'à l'aspect de culture, et puis ensuite avec des caractères qui sont des caractères immunologiques, on arrive à faire le tri des streptocoques. L'identification plus avant est souvent inutile. Alors, si on veut aller un tout petit peu plus loin dans les relations qu'entretiennent ces germes entre eux, on peut établir des relations phylogénétiques, en particulier en comparant leur génome, ou en tout cas des portions de leur génome qui sont presque identiques d'une espèce à l'autre. Et là, on s'aperçoit qu'il y a plusieurs familles qui sont indépendantes. Il y a d'abord une famille importante, c'est la famille de Streptococcus pyogenes, qui regroupe Streptococcus equi, Streptococcus dysgalaxiae, donc chacun groupe dans un groupe différent, Streptococcus pyogenes en A, dysgalaxiae en C et equi en F, ou l'inverse, equi en C et dysgalaxiae en F, peu importe. Ce sont les streptocoques bêta-hémolytiques, et on va les qualifier de pyogènes parce qu'ils donnent des infections qui sont vraiment des infections qui ressemblent un peu à ce qu'on a vu avec les staphylocoques, des infections qui détruisent les tissus avec du pus.
Ça, c'est un premier groupe. Vous voyez qu'il est relativement homogène, c'est-à-dire qu'il dérive d'un ancêtre commun probable il y a quelques centaines de millions d'années. À côté de ça, on a Streptococcus agalaxiae qui donne des infections néonatales et qui est très à part, Streptococcus bovis aussi qui est à part, et puis deux grands groupes ici qu'on va voir. Le premier groupe, celui de Streptococcus pneumoniae, et de toute une kyrielle d'espèces qu'on trouve dans la bouche mais qui sont inoffensives, comme Mytis, Sanguis, Oralis, Salivarius. C'est le groupe Viridans, et vous voyez qu'eux aussi ont un ancêtre commun et sont bien distincts des deux autres groupes. Et puis enfin, donc, dernier groupe, le groupe Milri, là aussi relativement homogène avec ces trois espèces, Anginosius, Constellatus, Intermedius, c'est ceux qui donnent les petits abcès et qui groupent en F. Alors on va rentrer dans le détail des infections qui sont dues aux trois grands germes pathogènes, et on va commencer par Streptococcus pyogenes. C'est, et vous le savez sans doute, le premier agent étiologique d'angine bactérienne. Ce n'est pas le premier agent étiologique d'angine. Vous savez que les angines, c'est essentiellement des infections virales, mais les angines graves sont souvent les angines bactériennes, et c'est vrai que l'angine à Streptococcus pyogenes, elle est souvent plus douloureuse, elle est plus volontiers fébrile que les angines virales. C'est également l'agent d'une maladie qui a été un petit peu oubliée parce que les conditions d'hygiène dans nos pays sont maintenant extrêmement au point, mais qui existe encore beaucoup dans le monde, c'est l'agent de la scarlatine, en anglais scarlet fever, et c'est une maladie qui n'est pas due spécifiquement, enfin elle est due spécifiquement à Streptococcus pyogenes, mais particulièrement à des souches qui produisent une toxine qu'on appelle la toxine érythrogène. Cette toxine érythrogène entraîne un syndrome qui commence par une angine très fébrile, et ensuite il y a un érythème diffus qui est très important avec une desquamation. Et puis certaines souches qui produisent la toxine érythrogène donnent des formes de scarlatine majeures avec un syndrome qui s'apparente cliniquement, terriblement, au syndrome du choc toxique staphylococcique. Vous vous souvenez, la fois dernière, je vous avais parlé de ce syndrome qui avait été découvert notamment au décours d'infections menstruelles chez les femmes. Eh bien, il existe son pendant chez les streptocoques, et c'est Streptococcus pyogenes qui produit cette infection. Très récemment, 2005-2006, en Chine, sont survenues des infections gravissimes s'apparentant à des syndromes du choc toxique streptococcique, et ça n'est plus Streptococcus pyogenes qu'on a trouvé, mais une espèce qu'on pensait strictement cantonnée aux cochons, qui s'appelle Streptococcus suis. Suis, ça veut dire le cochon en latin. Streptococcus suis, qui donne des infections très particulières. Il y a eu, dans l'épidémie chinoise de 2005, 250 cas, et il y a eu 38 morts, ce qui est absolument énorme pour des infections streptococciques. Donc je voulais juste vous mentionner Streptococcus suis comme un possible pathogène émergent dans les années à venir. Alors en plus de ces deux grandes manifestations que sont l'angine bactérienne et la scarlatine, il y a des infections cutanées qui sont celles qui seront votre pain quotidien quand vous serez à l'hôpital. La plus courante, c'est l'impétigo, cette fois-ci l'impétigo streptococcique. On a vu l'impétigo staphylococcique, qui était une maladie bulleuse de la face, des oreilles, du pourtour de la bouche. Chez les streptocoques, on n'a pas l'aspect bulleux, l'aspect de desquamation, mais on a une pyodermite suintante. Elle est superficielle et elle se traduit essentiellement par des formations de croûtes. Je vais tâcher de vous montrer une photo. Voilà un impétigo chez un enfant. C'est une maladie de l'enfant en général. Vous voyez ces croûtes un peu suintantes et qui siègent en général autour de la bouche et autour des narines. C'est une maladie assez ennuyeuse parce qu'elle est très contagieuse. Puis c'est quand même la présence en quantité très importante d'un streptocoque bêta-hémolytique du groupe A, et on va voir que cette bactérie n'est pas sans conséquence à long terme chez les patients. Donc l'impétigo, très important pour sa contagiosité, qui impose d'isoler les enfants et de les retirer en particulier des collectivités dans lesquelles ils se trouvent. Maladie importante parce que c'est une grande urgence hospitalière, c'est l'érysipèle. L'érysipèle, c'est une dermoépidermite extrêmement douloureuse, qui siège en général au membre inférieur. Photographie là encore, vous voyez une jambe atteinte d'érysipèle. Ce n'est pas un mollet culturiste, c'est vraiment l'énorme infection, l'énorme inflammation qui est due à cette infection. Ce n'est pas vraiment une cellulite au sens où ça n'atteint pas les plans hypodermiques, ça n'atteint pas les plans musculaires. On verra des infections musculaires tout à l'heure. Mais là, en l'occurrence, on a quand même une infection qui est extrêmement inflammatoire et qu'il faut traiter de façon agressive rapidement. Donc ça, c'était l'érysipèle. Plus grave encore, les cellulites nécrosantes, qui sont des infections sous-cutanées, qui sont gravissimes et qui sont dues à des souches très particulières.
Deux types de souches, des souches qui donnent ce qu'on appelle des fascites nécrosantes, c'est-à-dire qui atteignent vraiment les faisceaux musculaires. On va voir une photo assez terrible tout à l'heure. Et puis des souches qu'on a appelées dans les années 2000, enfin à partir des années 2000 ou 98 même, qu'on a appelées les souches mangeuses de chair, des souches de streptocoque portées dans l'oropharynx de façon à peu près inoffensive et qui, chez certains patients, notamment des sujets jeunes et en pleine forme, mangeaient littéralement les muscles. Et là aussi, on va voir tout de suite une photographie. Donc voilà une fascite nécrosante. Vous voyez un patient dont la cuisse, ici, ça c'est le thorax, la cuisse a été atteinte. C'est un véritable écorché. C'est un patient qui a été mangé par le streptocoque. Les plans musculaires sont atteints par la bactérie avec des productions de toxines qui sont extrêmement importantes. Et puis, de façon très spectaculaire, vous voyez ici le bras d'un patient atteint d'une de ces infections à streptocoque dit mangeuse de chair. Ce sont des espèces de gangrènes profondes et vous voyez que ça fait des trous, carrément. La bactérie creuse et fait une caverne à l'intérieur des plans musculaires. Vous avez ici l'avant-bras. Maladie donc très spectaculaire et qui malheureusement, une fois installée, et malgré la grande sensibilité des bactéries aux antibiotiques, sont très difficiles à soigner et qui sont très souvent mortelles. À côté de ça, il y a toutes sortes d'abcès de Panari et puis on peut dire que Streptoa, c'est après Staphylococcus aureus, c'est vraiment un des grands germes de surinfection de plaies, en particulier chez le sujet âgé, plaies d'escar, plaies d'ulcères, etc. Et puis dernière petite remarque plutôt historique, bien que ça revienne un petit peu à la mode, c'est l'agent des fièvres du nouveau-né et de la maman dans les années 1800, enfin 1750 à 1850, à l'époque où on a commencé à se rendre compte qu'il fallait se laver les mains quand on faisait un accouchement. Eh bien, Semmelweis, le médecin autrichien qui a découvert la nécessité d'avoir un petit peu d'hygiène pour ne pas tuer tous les enfants à la naissance, à l'époque, avait affaire à de grosses infections qu'on appelait des fièvres puerpérales et qui étaient dues au streptocoque bêta-hémolytique du groupe A, alors que maintenant, les fièvres puerpérales, ou en tout cas les infections néonatales, sont dues au streptocoque du groupe B. Sachez néanmoins que ça revient un peu à la mode, et rien que l'année dernière, je crois qu'il y a eu 6 cas à l'hôpital Sud d'infection de fièvre puerpérale à la naissance d'enfants dues à Streptococcus pyogenes. Comment est-ce qu'on fait le diagnostic bactériologique? Vous allez voir que c'est assez facile. C'est la qualité des prélèvements qui va être importante, mais ça n'est pas un germe fragile. On va faire des prélèvements locaux essentiellement, à l'écouvillon ou à la seringue. Et surtout, on va pratiquer les hémocultures parce que c'est un germe invasif qui se trouve facilement dans la circulation sanguine. L'incubation n'est pas très difficile. Bien que ce soit un germe aérobie, on l'incube plutôt en anaérobiose ou sous atmosphère carbonique, ça pousse mieux. Et on observe très rapidement, dès le lendemain, des colonies bêta-hémolytiques. Vous voyez les colonies ici, c'est le centre ici de la petite zone blanche, à la pointe de la flèche, et puis tout autour, vous avez une très large zone de bêta-hémolyse qui est très caractéristique. Et si vous avez la bonne idée de confirmer qu'il s'agit de bactéries catalases négatives, vous êtes presque sûr de faire un diagnostic de Streptococcus pyogenes. Donc vous voyez, ce n'est pas très compliqué comme ça. On va juste confirmer après, en faisant une petite agglutination avec un latex qui contient les anticorps du groupe A de Lancefield. Alors on teste les différents groupes, mais vous voyez ici que l'agglutination, elle n'a lieu que dans le groupe A. Et simplement sur cet aspect colonial, la catalase, j'en ai une à chaque fois, la catalase négative et l'agglutination dans le groupe A, vous avez le diagnostic de Streptococcus pyogenes. Donc quelque chose de vraiment très simple. Deuxième grande caractéristique, au moment du diagnostic, c'est quand vous faites l'antibiogramme, ce sont des bactéries qui sont toujours étonnamment sensibles à la pénicilline G. À la différence des staphylocoques, cette sensibilité, elle n'a pas bougé. C'est toujours excessivement sensible, y compris les souches les plus terribles, comme les souches de gangrène qu'on a vues tout à l'heure. Elles peuvent être résistantes à d'autres antibiotiques, mais la pénicilline G est toujours constamment active. Donc le traitement, si le patient n'est pas allergique à la pénicilline, reposera toujours, si possible, sur l'administration de pénicilline G ou d'amoxicilline. Et c'est tellement actif, ces deux antibiotiques, qu'il y a besoin d'en mettre très très peu. Donc les posologies sont très basses. Malheureusement, si l'antibiotique tue la bactérie très facilement, la toxine qui a été produite par la bactérie, pendant les heures qui ont précédé le traitement antibiotique, elle persiste. Donc le traitement n'est souvent pas spectaculaire. On va avoir effectivement une disparition des bactéries à la culture, mais les symptômes vont persister du fait de la persistance de la toxine qui doit s'en aller.
Alors de plus en plus, pour essayer de différencier les souches qui sont très ennuyeuses parce que productrices de facteurs de virulence et celles qui sont plus des souches de portage, puisque je ne vous l'ai pas dit, mais c'est très important, Streptococcus pyogenes est porté au niveau de la gorge par au moins 10% des individus, donc il y a au moins 10% d'entre nous ici qui portons le streptocoque bêta-hémolytique dans la gorge, sans aucun effet délétère, mais c'est quand même une bactérie commensale. Eh bien, cette bactérie commensale, on essaye, dans une certaine mesure, de prévoir sa virulence et les dégâts qu'elle peut causer, et on cherche de plus en plus souvent maintenant des gènes spécifiques, en particulier dans les souches qui donnent des infections spectaculaires. Et on cherche notamment le gène de la toxine érythrogène par PCR. Donc ça complète le diagnostic, mais qui reste relativement facile. Et puis, vous savez que le traitement de l'angine bactérienne, c'est un des point noir de tous nos ministres de la Santé et de tous les directeurs de l'assurance maladie. L'angine, c'est ce qui est traité systématiquement, et on va voir pourquoi, par les antibiotiques, même quand c'est une infection virale. On va voir que les conséquences de l'infection à streptoa sont très ennuyeuses. Et donc, on a décidé, il y a une quarantaine d'années, de traiter toutes les angines avec des antibiotiques. Il y a quelques années, des fabricants de réactifs ont proposé de faire un test au cabinet des médecins. Ce test, c'est la recherche directe d'antigènes des streptocoques du groupe A. Levée de bouclier chez les biologistes de ville qui voyaient naturellement leur gagne-pain leur échapper. Néanmoins, cette pratique est passée dans les mœurs et elle est extrêmement intéressante parce qu'elle permet de façon extrêmement spécifique d'affirmer la présence au cabinet du médecin dans la gorge d'un patient de streptocoque du groupe A. Ça n'exclut pas, lorsque le test est négatif, qu'il y en ait. La technique peut ne pas être assez sensible, mais au moins on est sûr que s'il y en a, là, il y a une vraie indication pour traiter. D'accord ? Voilà. Bon, alors je répète simplement la question pour l'enregistrement. Alors, y a-t-il des faux positifs et est-ce que les 10% de personnes qui sont porteuses vont positiver le test? Non, on a essayé de faire un test qui ne détecte que les fortes colonisations. Mais entre la très forte colonisation qui va à coup sûr positiver le test et qui est le cas général de l'angine à point blanc, et puis la colonisation moyenne, eh bien, il y a effectivement une petite marge. Et de temps en temps, on a quand même des angines à streptoa qui vont passer inaperçues au travers du test. C'était néanmoins une excellente question. Le test est relativement simple à pratiquer. Il est assez douloureux. Vous verrez quand vous aurez imposé ça à vos patients, il faut quand même aller gratter assez fort l'endroit de la gorge où ça fait le plus mal. Mais en général, quand ils viennent consulter, c'est qu'ils ont déjà eu très mal. Et donc, on prend cet écouvillon, on le décharge dans un tube dans lequel il y a un réactif qui libère les antigènes streptococciques intéressants, et on trempe une bandelette. Et si la réaction est positive, j'espère que vous voyez quelque chose, voilà, vous voyez apparaître, il y a deux petites bandes qui apparaissent ici. Si la bande bleue apparaît, en plus de la bande rouge, c'est que vous avez un test positif. À l'inverse, si le test est négatif, vous avez seulement la bande rouge qui apparaît. Donc c'est à la portée à peu près de tout le monde, sous réserve d'avoir vraiment envie d'enfoncer l'écouvillon dans la gorge et d'accepter de faire mal au patient, ou de le convaincre d'accepter ça. Alors pourquoi tout ce bruit et pourquoi ces tests, pourquoi ces traitements antibiotiques? Eh bien essentiellement parce que, historiquement, le streptocoque du groupe A est à l'origine de complications extrêmement graves qui ne sont pas dues à la bactérie elle-même, mais à la réaction de l'hôte contre la bactérie. Streptococcus pyogenes possède à sa surface des analogies antigéniques avec certaines structures, notamment certaines structures de cellules myocardiques humaines. Donc lorsque vous faites une infection à certaines souches de streptoa, vous allez faire des anticorps, et ces anticorps, malheureusement, vont éventuellement reconnaître un certain nombre de cellules de votre propre organisme. La production de ces auto-anticorps, le fait qu'ils sont capables d'activer le complément et le fait qu'ils sont capables de se déposer sous forme de complexe humain à la surface de certains organes, va créer deux manifestations extrêmement importantes, dont la plus connue et la plus délétère est le rhumatisme articulaire aigu. Le rhumatisme articulaire aigu, c'est une polyarthrite. Ça, c'est un peu ce que l'étymologie, ou en tout cas la signification du nom évoque. Une polyarthrite des grosses articulations, mais surtout et avant tout, c'est une pathologie cardiaque. C'est une grave atteinte cardiaque. C'est une myocardite, éventuellement une péricardite. Ça peut être également une atteinte valvulaire, sans que ce soit une endocardite, puisque je vous rappelle que les bactéries ne sont plus présentes depuis longtemps. Et puis, il y a même des formes neurologiques, et en particulier une forme historique, mais qu'on rencontre encore dans certains pays un peu défavorisés, notamment au Maroc, qui est la chorée de Sydenham.
Le rhumatisme articulaire aigu va survenir dans les semaines qui suivent un épisode d'angine. Alors dans nos pays, il est vraiment devenu exceptionnel, mais il faut savoir que ça reste la première cause de cardiopathie infantile dans le monde, et c'est une cardiopathie qui n'est pas résolutive. On n'a pas vraiment de moyens, ce n'est pas un traitement antibiotique qui va changer quoi que ce soit, c'est vraiment une cardiopathie évolutive ennuyeuse, et la seule solution pour se débarrasser de cette maladie, eh bien, c'est de diminuer la prévalence des infections à streptocoque ou de soigner très précocement les angines à streptocoque du groupe A. D'où la nécessité du traitement des angines qu'on a évoqué tout à l'heure. Deuxième pathologie plus fréquente, et puis celle-là on la rencontre encore dans nos pays, c'est la glomérulonéphrite aiguë post-streptococcique. C'est une atteinte rénale qui peut être mineure, majeure, c'est vraiment très dépendant de l'individu. Elle peut évoluer vers une insuffisance rénale. Elle survient, elle, en général 15 jours à 3 semaines après une angine ou une infection cutanée, notamment un épisode d'impétigo ou d'érysipèle. Elle est beaucoup plus fréquente et il faut absolument y penser. Il faut retrouver à l'anamnèse, si possible, cette notion d'infection à streptocoque pour pouvoir expliquer cette glomérulonéphrite, maladie grave, d'apparition spontanée, en général chez un sujet en parfaite santé. Alors à côté de ces deux grands syndromes que vous devez absolument connaître, il y a une autre pathologie qui s'appelle l'érythème noueux, qu'on verra avec d'autres bactéries également, à la suite d'autres infections bactériennes, puisque là encore, ce ne sont pas les bactéries qui provoquent, mais c'est une réponse auto-immune à une infection bactérienne préalable. Donc là, ce sont des nodules sous-cutanés qui sont douloureux, qui sont violacés, qui sont migrants et qui sont extrêmement pénalisants pour les patients. Et là encore, l'anamnèse retrouve fréquemment une infection streptococcique. On avait parlé du syndrome de Kawasaki avec les staphylocoques dorés la fois dernière. Je vous signale que l'une des étiologies envisagées pour le Kawasaki, c'est également l'infection streptococcique, mais c'est plutôt anecdotique dans ce cas-là. Alors comment va se faire le diagnostic? Il n'est plus question de trouver du streptocoque à ce moment-là, et donc on va plutôt aller regarder la réponse immune de l'individu. Et il y a à ce moment-là, dans le sang des patients, dans leur sérum, des anticorps spécifiques à des taux élevés, et ces anticorps spécifiques de facteurs de virulence de streptocoque sont les antistreptolysines O. On va revenir un tout petit peu en arrière, puis je vais vous montrer une diapositive que j'ai vue passer tout à l'heure, qui est une diapositive dans laquelle on voyait les effets de la streptolysine, l'hémolysine qui perfore les globules rouges et qui fait la bêta-hémolyse sur les boîtes de pétri. Eh bien, vous voyez ici, c'est une hématie en microscopie électronique, et vous voyez tous les pores qui sont faits à l'intérieur, ce sont des molécules de streptolysine O qui se sont assemblées et qui ont perforé la membrane des globules. Eh bien, cet effet des streptolysines est extrêmement important et c'est un facteur de virulence vraiment notoire du streptocoque du groupe A. Et naturellement, l'organisme réagit à la libération de ces streptolysines en produisant des anticorps. Ces anticorps s'appellent les ASLO, et les ASLO, antistreptolysine O, c'est ce que vous allez demander lorsque vous suspectez une manifestation auto-immune consécutive à une infection streptococcique de type rhumatisme articulaire aigu ou glomérulonéphrite aiguë. Donc pensez à demander ce diagnostic sérologique, n'allez pas rechercher le streptocoque, c'est en général pas utile. Vous pouvez faire une enquête familiale pour savoir s'il y a du portage, mais ça c'est autre chose. Et puis à côté de ça, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure parce qu'on ne la met pas en évidence, mais comme les staphylocoques dorés, les streptocoques du groupe A produisent une DNase, une désoxyribonucléase, et cette désoxyribonucléase, quand elle est produite, elle induit la production d'anticorps chez les patients, et on retrouve ces anticorps qui s'appellent des antistreptodornases ou ASD, antistreptodésoxyribonucléase ou antistreptodornase, et ces antistreptodornases font partie du panel diagnostique des complications post-streptococciques. Alors ça, c'était vraiment l'infection importante, la plus spectaculaire, un grand diagnostic d'urgence avec des manifestations parfois très spectaculaires. Les autres infections dues au streptocoque bêta-hémolytique qui ressemblent un peu au strepto-A, mais c'est celles qui sont dues au strepto des groupes C et G, on les a vues tout à l'heure, Equi, dysgalaxiae, Equisimilis. La pathologie est très proche en apparence de celle de Streptococcus pyogenes, mais elles ont un avantage, c'est qu'elles ne donnent pas la scarlatine. A priori, les souches ne sont pas productrices de toxines érythrogènes, et elles ne donnent surtout pas les complications post-streptococciques. Néanmoins, ce sont des germes qui sont très fréquemment isolés et qui
au premier jour, lorsque le bactériologiste sort les boîtes de l'étuve, vont vraiment évoquer un streptocoque du groupe A. Ça donne à peu près le même type de maladie et ça donne le même aspect sur les boîtes, c'est-à-dire une très belle bêta-hémolyse. Je ne vous en dirai pas plus sur ces streptos, puisqu'on a à peu près tout dit sur Streptococcus pyogenes. Le deuxième groupe important, c'est les streptocoques du groupe Milry. Je vous ai dit que c'était des bactéries commensales du sillon gingival, mais qui sont responsables de suppuration profonde et notamment d'abcès profonds. Là encore, le diagnostic des colonies bêta-hémolytiques, elles ont tendance à grouper en F plutôt, et on les diagnostique très facilement, mais il faut y penser et il ne faut pas les rejeter comme des germes de contamination oropharyngée. Ce sont vraiment des germes qui, quand on les isole à partir d'un abcès, sont des germes tout à fait pyogènes. Un sujet très important, c'est que je vais traiter de façon relativement sommaire parce qu'il faudrait vraiment un cours entier à lui consacrer, et ce sera fait au cours de vos études lorsque vous ferez de la néonatologie ou de la pédiatrie, c'est l'infection néonatale à Streptococcus agalaxiae. Streptococcus agalaxiae, son autre nom, le nom vernaculaire, c'est le streptocoque bêta-hémolytique, cette fois-ci du groupe B. C'est une bactérie qui probablement vient de l'alimentation. C'est un commensal du tractus digestif, mais surtout du tractus génital féminin, et en particulier du vagin de la femme jeune ou sexuellement active, ou les deux. Et cette bactérie est une bactérie qui vit là sans créer quelque infection que ça soit. Malheureusement, dans une circonstance particulière qui est la naissance, et au moment précis de la naissance, eh bien, il arrive que certains nouveau-nés inhalent ou avalent des quantités importantes d'un strepto B qui a colonisé les voies génitales de leur maman. Et ces infections sont gravissimes. Cette bactérie est la première cause d'infection néonatale dans les pays développés comme le nôtre. L'infection se décline sous deux syndromes, sous deux formes, deux syndromes qui sont légèrement différents. Le premier, le plus fréquent, le plus grave, c'est ce qu'on appelle le syndrome précoce. Il survient en général dans les 48 premières heures, au plus tard au cours de la première semaine. Et c'est vraiment une contamination perpartum. Ce n'est pas une contamination avant l'accouchement, comme on verra avec l'hystéria demain. C'est une véritable infection au moment où le petit passe la filière. Une solution simple pour éviter ça, c'est la césarienne. Césarienne, pas d'infection à strepto B. Passage de la filière, risque d'infection à strepto B. Alors comment est-ce qu'on va prendre en charge cette infection? Dans la mesure du possible, on va essayer de l'éviter. Donc il y a toute une stratégie de dépistage et de diagnostic sur les prélèvements périnataux. Et de façon générale, maintenant, dans nos pays, on a tendance, chez toute femme qui se présente pour un accouchement, à faire un prélèvement vaginal dans les heures qui précèdent l'accouchement pour savoir si les sécrétions vaginales contiennent du strepto B. C'est-à-dire si l'enfant qui va passer la filière est susceptible d'avaler à ce moment-là du strepto B. Donc c'est un diagnostic que les laboratoires doivent faire relativement rapidement. Et si par hasard il n'a pas été fait, ou si malgré ça l'enfant naît avec une infection, des signes d'infection en tout cas, eh bien, il faudra faire sur des prélèvements périnataux le diagnostic, et c'est ce qui se fera en général sur le liquide gastrique, le liquide avalé initialement par l'enfant, ainsi qu'à la surface de sa peau, notamment au niveau des oreilles et au niveau du petit bouchon méconial qui bouche son tube digestif à la naissance. Le traitement de ce syndrome précoce, une fois qu'il est constitué, c'est naturellement des antibiotiques à bonne dose pour éliminer la bactérie chez l'enfant. C'est l'amoxicilline qu'on va utiliser dans ce cas-là. Mais la prophylaxie est possible chez la maman. Une maman qui fait ce qu'on appelle une chorioamniotite, c'est-à-dire une souffrance au moment de l'accouchement, fièvre. À l'échographie, on sent que le fœtus est en train de tachycarder. Eh bien, chez cette femme, avant la naissance et avant que l'enfant ne passe la filière, on peut injecter à la maman un antibiotique, de l'amoxicilline. Cet antibiotique dans la circulation va protéger le nouveau-né au cours de l'accouchement. C'est une espèce d'antibioprophylaxie extrêmement particulière à strepto B, elle ne sert pour aucune autre bactérie. C'est ce qu'on appelle l'antibioprophylaxie perpartum. On injecte à la maman à risque un bolus d'antibiotiques et l'enfant est prémuni pendant les heures qui suivent au moment du passage de la filière de l'infection à strepto B. Alors à côté de ce syndrome précoce de contamination perpartum, on va avoir un syndrome plus tardif qui survient dans la 2e ou 3e semaine et qui est une contamination, elle, postnatale, soit nosocomiale à l'hôpital, soit au cours des soins que prodigue la maman à son enfant. Eh bien, elle va le contaminer avec du strepto B, ce qui n'avait pas été le cas à la naissance.
Ces infections sont souvent moins graves, mais dans les deux cas, précoce comme tardif, la forme grave, c'est une forme à titre de méningite, c'est d'abord une septicémie, mais c'est aussi une méningite, et cette méningite laisse très souvent des séquelles quand elle est résolutive. Et puis, dernière chose avec Streptococcus agalaxiae, il ne faut pas en faire qu'un germe d'infection néonatale, c'est également un germe d'infection des sujets fragilisés, en particulier des sujets diabétiques, des sujets cancéreux, des sujets qui ont des hémopathies et des sujets âgés qui vivent dans des conditions défavorisées de façon générale. Et dans ce cas-là, ça se manifeste par des septicémies. Et bien que la bactérie soit très très sensible toujours à l'amoxicilline, il est très difficile de guérir ces patients et souvent ils en meurent. Voilà, je ne vous en dirai pas plus sur Agalaxiae, mais c'est un grand sujet qui mériterait un cours à lui tout seul. Un mot sur les autres streptocoques et entérocoques, ceux qui ne sont plus des streptobêta-hémolytiques, ceux qui sont, dans le cas des entérocoques et de Streptococcus bovis, de véritables commensaux du tube digestif. On en a tous dans le tube digestif des milliards. Les entérocoques, on en a même probablement des dizaines de milliards chacun dans le tube digestif. Ce sont des bactéries très voisines des streptocoques et qui sont totalement inoffensifs. Enfin presque. On va voir quelques pathologies qui peuvent leur être dues. Alors j'ai mis les entérocoques et bovis ensemble parce qu'ils donnent des infections qui sont souvent assez voisines. Commensaux du tube digestif, ils ont aussi la caractéristique d'agglutiner avec les anticorps du groupe D de Lancefield. C'est ce qu'on appelait à l'ancienne, on le trouve encore dans quelques livres et publications, les streptocoques D. Les entérocoques ne sont pas des streptocoques, mais néanmoins ils groupent en D. Les plus courants des entérocoques sont Enterococcus faecalis et Enterococcus faecium. Ils ont un pouvoir pathogène extrêmement réduit et on ne va les trouver finalement qu'en association avec des flores digestives dans les grandes perforations digestives, dans les péritonites par exemple. Ils ont juste un pouvoir pathogène particulier et très ennuyeux, on va voir lequel, c'est celui de se fixer sur les valves cardiaques, notamment les valves cardiaques quand elles sont abîmées ou artificielles, et donner des endocardites. Ça ne survient pas chez n'importe qui. Le passage, pour qu'une valve cardiaque baigne dans de l'entérocoque, il faut naturellement que l'entérocoque soit passé du tube digestif vers la circulation sanguine, ce qui, vous le comprendrez bien, n'arrive pas tous les jours. En revanche, ce qui va arriver chez les gens qui ont des lésions digestives, en particulier les gens qui ont des cancers digestifs, et notamment des cancers coliques. Donc le cancer colique, les polyposes coliques, qui sont également des lésions qui fragilisent la paroi digestive, eh c'est des circonstances dans lesquelles il peut y avoir une petite translocation vers le sang des bactéries et chez des sujets qui auraient un terrain prédisposé au niveau de leur valve cardiaque, une greffe à bas bruit de la bactérie sur la valve et plusieurs mois après, on va avoir une multiplication des bactéries et là, une endocardite extrêmement difficile à traiter et qui pose vraiment de grands problèmes thérapeutiques dans les services de maladies infectieuses. À côté de ces endocardites, donc vous devez connaître la pathologie liée à entérocoque et à bovis, c'est l'endocardite. Et il faut impérativement, lorsque vous détectez une endocardite due à une de ces bactéries, aller regarder par une coloscopie si le patient a un état colique de qualité. Donc vraiment, endocardite, le diagnostic se fait à l'échographie cardiaque, transésophagienne si possible. La présence d'une bactérie dans le sang, puisqu'on prélève des hémocultures pour faire le diagnostic, eh bien ces deux diagnostics concomitants doivent conduire à aller voir l'état du côlon du patient et on trouve, spécialement avec Streptococcus bovis, extrêmement fréquemment des cancers digestifs. Alors à côté de ces infections endocarditiques, il y a des infections nosocomiales. Entérocoque, vu le site sur lequel il vit, c'est-à-dire le bas du tube digestif, eh bien, il va très facilement coloniser les voies urinaires des gens qui sont alités, qui ont des problèmes neurologiques, des gens qui ont du cathétérisme urinaire. Et c'est un grand germe d'infection nosocomiale. Infections qui sont torpides, qui ne sont pas suraiguës, mais qui sont très difficiles à traiter. Parce que si Streptococcus bovis est très sensible aux bêta-lactamines, les entérocoques, eux, sont très facilement résistants. Ils font même partie des bactéries qui sont en train de devenir totalement résistantes à tous les antibiotiques, cas qu'on avait évoqués avec certains staphylocoques dorés la fois dernière. Je voudrais vraiment que vous reteniez une chose, parce que ça vous servira dans votre pratique, bien que les entérocoques soient pour la plupart très sensibles aux pénicillines, donc au clamoxyle par exemple,
ils sont naturellement résistants aux céphalosporines, y compris aux céphalosporines les plus sophistiquées. Les céphalosporines de troisième génération sont sans effet sur les entérocoques. On peut même dire que si on traite un patient avec une céphalosporine de troisième génération pendant longtemps, on va favoriser la multiplication des entérocoques et leur envahissement d'autres sites que le tube digestif. Donc la résistance naturelle aux céphalosporines importante. Et puis, de façon bien moins anecdotique malheureusement que pour les staphylocoques, eh bien, il y a de plus en plus d'entérocoques qui sont résistants aux glycopeptides, à la vancomycine et à la thécoplanine. Quand un entérocoque est résistant aux glycopeptides, il est en général résistant à tous les autres antibiotiques disponibles. Il n'y a pas de façon de traiter cet entérocoque si d'aventure il se retrouve sur un site infectieux. Alors vous me direz, il n'y en a pas beaucoup. Ben oui, mais si c'est une endocardite, là, c'est quasiment la mort du patient. Donc, une de ces rares situations dans lesquelles on arrive en fin de course avec les antibiotiques. Et puis un tout petit mot maintenant avant de passer aux pneumocoques. Je vais vous parler des autres streptocoques qui vivent, eux, dans le haut du tube digestif et pas dans le bas, les streptocoques du groupe Viridans. Il y a des dizaines d'espèces, elles vivent toutes dans la bouche, c'est vraiment notre flore pharyngée. Si on a l'occasion au TP, je vous ferai donner une petite goutte de salive. Et vous verrez que dans une goutte de salive, il y a des milliards de streptocoques oraux. On les échange assez facilement, et pas seulement en s'embrassant. En parlant, on balance autour de soi des quantités gigantesques de streptocoques de toutes ces espèces. Donc ces bactéries sont commensales de la bouche, elles sont très inféodées à nos muqueuses, elles existent aussi chez un certain nombre d'animaux, les vertébrés sont chauds de façon générale, et ils sont non groupables. Certains groupent parfois en C, mais non groupables. On les appelle, et c'est quasiment équivalent, streptocoques non groupables, streptocoques viridans, streptocoques de bouche. Tout ça, des bactéries qui sont pratiquement dépourvues de pouvoir pathogène. Quasiment, parce qu'un peu comme pour les entérocoques, eh bien, elles vont quand même donner une pathologie particulière, qui est une endocardite encore plus torpide que celle, d'installation plus progressive que celle à entérocoque, qui est l'endocardite d'Osler. C'est peut-être un terme que vous connaissez déjà. Les endocardites subaiguës d'Osler sont des endocardites qui sont accompagnées d'un certain nombre de signes, en particulier d'une espèce de faux panarie, hein, d'une rougeur du bout de certains doigts, et également de signes ophtalmologiques. Eh bien, ces endocardites subaiguës d'Osler sont des maladies très ennuyeuses. C'est une greffe progressive sur des valves, en général abîmées, des valves cardiaques de la bactérie. Et ensuite, quand la végétation, c'est-à-dire la multiplication des bactéries, fait une espèce de corps macroscopique constitué de milliers de bactéries, eh bien, cette végétation, elle va être soumise au courant cardiaque extrêmement important, aux turbulences du sang dans le cœur, et à un moment, quand la végétation atteint une certaine taille, elle se détache et elle s'en va. Et cet embole, il peut aller n'importe où. Il peut aller au cerveau, c'est une embolie cérébrale, il peut aller se localiser dans n'importe quelle partie du corps, et là également provoquer des problèmes qui sont essentiellement des problèmes vasculaires. Donc ces bactéries sont ennuyeuses pour ça, alors qu'elles sont absolument inoffensives et qu'elles font partie, comme les entérocoques, de notre flore naturelle et avec laquelle on ne devrait avoir aucun problème. Il faut quand même que vous sachiez que chaque fois que vous vous brossez un peu violemment les dents, vous avez un risque important de faire passer ces germes dans votre circulation. Et le brossage des dents brutal est une des causes par lesquelles on explique les infections de type endocarditique chez certains patients. Alors, la dernière caractéristique de ces streptocoques viridans, c'est que phylogénétiquement, ils sont très très proches d'une espèce, qui est aussi un streptoviridans, qui est le pneumocoque. Et c'est le pneumocoque sur lequel on va conclure cet exposé. Alors, le pneumocoque est un streptocoque qui présente un pouvoir pathogène très différent de tout ce qu'on vient d'évoquer maintenant. Comme les streptocoques qu'on vient d'évoquer, les streptocoques viridans, c'est une bactérie commensale de l'oropharynx. Première particularité, uniquement de l'oropharynx de l'homme. Homo sapiens, hein, pas seulement des garçons, mais aussi des filles, mais uniquement de l'homme, pas les autres animaux. C'est une bactérie qui a coévolué avec l'homme et qui a développé un facteur de virulence particulier important qui est sa capsule. À la différence des autres streptocoques alpha-hémolytiques viridans, le pneumocoque est entouré d'une capsule polysaccharidique, et cette capsule polysaccharidique a pour principal effet d'empêcher l'opsonisation par les anticorps, donc de freiner la phagocytose.
Et le pneumocoque, avec ce facteur de virulence, en devient un pathogène redoutable, notamment capable de donner des méningites auxquelles l'organisme réagit très très mal. Alors, d'un point de vue morphologique, il s'agit plutôt que de chaînettes d'assemblage en diplocoque. Les bactéries se divisent, et quand elles se divisent, donc les streptocoques de façon générale sont des bactéries qui sont sphériques et qui se divisent dans un seul plan. Vous savez que les bactéries ne sont pas de petits, hein. Elles se séparent en deux, c'est-à-dire qu'elles augmentent de taille et elles se coupent en deux, mais les bactéries mères et bactéries filles ont exactement la même taille, et donc les streptocoques vont, dans un premier temps, donner des diplocoques. Ça, c'est l'aspect du pneumocoque. Et puis, souvent, avant même que la scission se soit produite, on va avoir une division à nouveau, d'où l'assemblage en chaînettes, et ainsi de suite, chaînettes qui peuvent être plus ou moins longues. Et bien, chez les pneumocoques, c'est en général au stade diplococcique que s'arrête la division, en tout cas ce qu'on voit, les bactéries se séparent après. Et la caractéristique de ces diplocoques, c'est qu'ils sont souvent, on dit, lancéolés, c'est-à-dire qu'ils ont un aspect un peu en flamme de bougie. Je ne suis pas un grand dessinateur, mais vous voyez qu'ils sont un petit peu pointus, et quand on les regarde au gramme, on a un peu l'impression d'une flamme de bougie ou d'un aspect de pointe de lance, on dit qu'ils sont lancéolés. Donc diplocoque lancéolé, et si on regarde attentivement la coloration de gramme, on a très souvent autour de l'entérocoque une zone blanche, enfin une zone incolore, alors que le fond de la préparation est coloré en rose, et cette zone blanche qui ne fixe pas le colorant, c'est la capsule. Donc le diagnostic est souvent facile à l'examen direct dès le premier jour. Ce sont des bactéries qui sont extrêmement fragiles en culture, alors qu'elles poussent incroyablement bien. Pneumocoque, c'est quasiment ce qui pousse le plus vite, mais très vite, elles lisent spontanément. Elles meurent, donc il faut vraiment les attraper au moment où elles ont poussé, c'est-à-dire très vite, et avant qu'elles ne meurent. Donc elles ne sont pas toujours très simples à récupérer dans les laboratoires. Au niveau de la culture, elles donnent des colonies alpha-hémolytiques sur gélose au sang. Elles sont simplement capsulées, c'est-à-dire qu'elles sont un peu plus brillantes, elles sont souvent plus grosses et plus visqueuses que les colonies de strepto-alpha-hémolytiques viridenses, mais sinon, en dehors de ça, elles ressemblent beaucoup. Le portage oropharyngé est extrêmement fréquent, notamment chez le petit enfant, et notamment lorsque les flores sont un peu abîmées par le froid, par exemple, au décours de l'hiver. Donc c'est plutôt un portage d'hiver chez le petit enfant, mais aussi chez le sujet âgé. Il y a énormément, on a essayé de classifier les pneumocoques pour essayer de voir, étant donné qu'on est quasiment tous porteurs de pneumocoques dans la gorge, de voir lesquels donnaient des infections et lesquels n'en donnaient pas. Donc on a fait des typages capsulaires assez complexes, et il y a plus de 90 sérotypes capsulaires. Sur les 90, il y en a à peu près 7 qui sont responsables des infections graves, et notamment des infections de l'enfant. Et on a fait un vaccin contre ces 7 sérotypes capsulaires. Normalement, si on n'a pas une exposition trop importante, eh bien, il y a une immunité protectrice qui apparaît à partir de l'âge de 3 ans. Donc la zone extrêmement sensible, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'infections néonatales à pneumocoque, c'est la zone entre 3 mois et 3 ans. C'est la période de la crèche, et c'est une infection, les infections pneumococciques sont favorisées par la proximité des enfants dans les crèches et la transmission de bactéries soit virulentes, soit résistantes, soit les deux, d'enfant à enfant. Alors vous avez ici une idée de ce que c'est qu'un gramme. Alors je vous ai mis un gramme d'un pus, ça c'est un pus d'une infection pulmonaire à streptocoque. C'est pour vous montrer quand même que quand on vous dit que c'est lancéolé, ce n'est pas toujours très simple à voir. Ce que vous voyez dans le champ du microscope, c'est rarement plus beau que ça. Bon, nous on a l'habitude de les voir. On voit les petits grains bleus ici, vous voyez, et je ne sais pas si vous devinez autour, on voit la petite capsule plus claire par rapport au fond. Je ne sais pas si vous voyez ça, comme un petit nuage autour. Bon, c'est ténu, on essaiera d'en voir en TP, puis là vous voyez qu'il y a des formes qui sont un petit peu allongées, voilà les fameuses formes lancéolées. Ce qui est très important de voir à côté de ça, peut-être plus important que le pneumocoque encore, c'est la grosse réaction inflammatoire avec plein de polynucléaires. Alors quelles sont les infections du pneumocoque? Ce sont des infections qui sont en général des infections des âges extrêmes de la vie, et c'est là qu'elles sont les plus graves. En général, le sujet se contamine lui-même à partir de son oropharynx. Le portage est extrêmement important dans la population courante, notamment en hiver. Et très souvent, l'infection pneumococcique accompagne ou suit, légèrement décalée, une infection virale respiratoire, là encore expliquant la prévalence importante en saison froide. La première des infections, c'est l'otite moyenne aiguë du nourrisson. Là encore, un grand problème
thérapeutique, mais aussi économique, puisque c'est le deuxième poste budgétaire de consommation antibiotique en France, après le traitement de l'angine qu'on a évoqué tout à l'heure. Donc, otite moyenne aiguë à pneumocoque, souvent récidivante, très pénible. Et vous verrez quand vous aurez des enfants, c'est vraiment une chose ennuyeuse d'avoir à retirer son enfant de la crèche quand on travaille, parce qu'il a l'otite et que la crèche ne veut pas le garder pendant une semaine. À côté de ça, il y a des sinusites qu'on observe assez fréquemment chez l'adulte, qui sont dues au pneumocoque. C'est plutôt des sinusites chez des sujets un peu fragilisés. On les trouve facilement à l'hôpital chez des patients hospitalisés depuis quelque temps. C'est une infection nosocomiale précoce, assez fréquente. Et puis à côté de ça, les manifestations graves respiratoires sont la traditionnelle pneumonie franche lobaire aiguë, PFLA, donc qui est la pneumonie typique à pneumocoque, des gens de vos âges, en pleine forme, et un jour, on se réveille, ou c'est en général ou plutôt au matin, une douleur en coup de poignard dans la poitrine, un premier crachat couleur framboise, ça, vous êtes en train de faire une infection gravissime à pneumocoque. Et ça survient vraiment chez des sujets qui sont en pleine forme. Alors, il y a certains facteurs qui favorisent, et il y a certaines immunodépressions qui favorisent, mais néanmoins, c'est vraiment une infection du sujet jeune, banale et malheureusement très grave, parce qu'elle est accompagnée d'une translocation du germe dans le sang, et elle est accompagnée d'une septicémie à pneumocoque. Et on va voir la conséquence la plus grave de la septicémie, qui est la méningite tout à l'heure. À côté de cette forme, qui est une forme suraiguë, on va dire, heureusement très sensible aux antibiotiques, aux traitements antibiotiques, on a des formes qui sont plutôt des formes chroniques, qui surviennent sur des terrains fragilisés. Le terrain, c'est typiquement le germe de la surinfection de bronchopneumopathie obstructive chronique, BPCO. Ce sont des surinfections sur des terrains déjà fragilisés de gens avec des pathologies respiratoires. Et là, le pneumocoque, avec sa capsule, avec son énorme potentiel pour donner une infection pyogène, va être une bactérie très ennuyeuse. On trouve également, plus grave encore, des pleurésies purulentes à pneumocoque dont il est assez difficile de se débarrasser. Donc voilà une image classique. Alors vraiment, c'est vraiment ce qu'il y a de plus classique. On a vraiment l'impression d'un seul lobe atteint sur cette radiographie. Vous voyez que l'eau de poumon est absolument intacte. Tous les niveaux sont très beaux, tout est joli. Cette manifestation n'est pas une manifestation qui est systématique. Il y a des pneumonies à pneumocoque qui ressemblent à des pneumonies atypiques, avec un infiltrat qui est beaucoup plus diffus, et il y a d'autres pneumonies qui sont aussi franches que celle-là et lobaire, dans lesquelles ce n'est pas le pneumocoque qui est responsable de l'infection. Bon, vous aurez l'occasion de voir des tas de radios de pneumonie, c'était juste un détail. La principale conséquence de l'infection à pneumocoque, et notamment de l'otite, c'est la méningite bactérienne. La méningite à pneumocoque est la cause de méningite la plus fréquente, de très loin devant le méningocoque, et c'est surtout celle qui pose le plus de problèmes thérapeutiques, parce que même si on arrive à guérir les patients de l'infection à pneumocoque, la réaction inflammatoire cérébrale, ou en tout cas du liquide céphalorachidien, est tellement intense que les patients, bien que guéris de la bactérie, meurent relativement fréquemment. C'est une méningite gravissime, extrêmement purulente, avec une multiplication gigantesque des bactéries, une réaction inflammatoire énorme et un cloisonnement de tout le liquide céphalorachidien par de la fibrine. L'une des réactions inflammatoires importantes, c'est l'apparition de cloisons de fibrine qui empêchent l'accès des antibiotiques, qui empêchent l'accès des anticorps. Donc vraiment retenez la complication majeure du pneumocoque, la méningite. Et pour prévenir cette méningite, notamment chez l'enfant, à la suite des otites, eh bien, on a développé des stratégies de vaccination depuis une dizaine d'années. Alors, comment est-ce qu'on traite les infections à pneumocoque? Je ne vais pas vraiment entrer dans le détail, je vais simplement essayer de vous mettre les idées au clair. Le traitement curatif, c'est naturellement l'antibiothérapie rapide et bien conduite. À l'origine, les souches de pneumocoque sont hypersensibles à la pénicilline G et à l'amoxicilline. Les concentrations minimales inhibitrices sont extrêmement faibles. Vous devez normalement pouvoir traiter une infection à pneumocoque avec de très petites doses de pénicilline. Malheureusement, les souches responsables d'otite, notamment celles qu'on rencontre chez l'enfant, avec le temps et la pression de sélection des antibiotiques, le fait qu'on ait déversé des tombereaux d'antibiotiques sur les nourrissons et les jeunes enfants français et européens depuis des années, fait que maintenant plus de 50% des souches sont résistantes, parfois même à très haut niveau, à la pénicilline et parfois même aux céphalosporines de troisième génération. Comme en plus, sur ces souches, il y a de nombreuses résistances associées, notamment aux macrolides, aux Bactrim,
qui sont des antibiotiques qui pouvaient être utilisés, eh bien, on se retrouve parfois dans des situations très difficiles d'impasse thérapeutique. Alors, est-ce que ça a des conséquences dans tous les cas? Ce que je voudrais vous montrer par les quelques lignes suivantes, c'est que, quoi qu'il arrive, il y a certaines infections qu'on peut quand même traiter avec de l'amoxicilline et pas à des posologies gigantesques. C'est en général les infections respiratoires et en particulier la pneumonie franche lobaire aiguë. Même si les souches sont de sensibilité diminuée à la pénicilline, quand vous allez donner une bonne quantité, une quantité raisonnable, 50 à 100 mg par kilo d'amoxicilline, vous allez de toute façon tuer le patient. La région dans laquelle se trouve la bactérie est extrêmement vascularisée, l'antibiotique va bien y arriver, les bactéries vont être tuées et le traitement d'une pneumonie franche lobaire aiguë se fait extrêmement rapidement. Et là, c'est très spectaculaire parce que dès que la bactérie meurt, il n'y a plus d'effet. Et ça va se faire très bien avec un traitement antibiotique à l'amoxicilline, sans avoir à avoir recours à des molécules plus compliquées. Pour l'otite du jeune enfant, en particulier quand il vit en collectivité, dans des collectivités dans lesquelles il y a une forte prévalence de bactéries résistantes, eh bien là, les choses se compliquent. C'est une maladie qui est un peu moins grave, c'est sûr. Elle est pénalisante parce que l'enfant ne va pas bien, mais en dehors de sa conséquence qui peut être la méningite, l'otite, elle n'est pas très grave. Eh bien là, on va être forcé de faire appel d'emblée à des molécules plus sophistiquées. Il existe des céphalosporines qu'on appelle les céphalosporines de troisième génération orale, ce qui n'est pas tout à fait vrai. Elles s'apparentent un peu par leur spectre aux céphalosporines de troisième génération et on peut les donner per os. L'une d'entre elles, vous pouvez le retenir, s'appelle l'Orelox, c'est le cefpodoxime. Et là, à 30 mg par kilo, on arrive en général dans les otites non compliquées à traiter. Mais si par hasard il faut taper plus fort tout de suite, eh bien on va passer à la voie parentérale et donner de la ceftriaxone, de la rocéfine, aux enfants. Et vous voyez que pour traiter une infection qui est une petite infection communautaire pas très grave, eh bien on est forcé de sortir un arsenal qui est important. Et puis, le cas qui est le plus ennuyeux, heureusement le plus rare, qui est celui de la méningite, et où là maintenant on a des recommandations qui sont extrêmement drastiques. Ces recommandations, c'est de mettre une céphalosporine de troisième génération à forte posologie. J'aurais même pu mettre de 50 à 200 mg par kilo de céfotaxime. Et ça, il se trouve que maintenant, il existe des souches de méningite qui ne sont pas sensibles à cette seule céphalosporine de troisième génération. Et il est recommandé maintenant d'ajouter de la vancomycine, qui est curieusement un antibiotique très actif sur le pneumocoque, au moins pendant les premières heures de l'infection. Ensuite, sur l'antibiogramme, si d'aventure le laboratoire isole la bactérie, on pourra redescendre à un traitement plus léger ou plus rationnel. D'accord ? Dernier point, la vaccination. On peut prévenir les infections pneumococciques par la vaccination, et cette prévention, elle repose sur l'utilisation du fameux vaccin qui s'appelle Prevnar, qui est un vaccin sur lequel il y a eu un consensus qui a mis longtemps à s'instaurer, mais qui maintenant a prouvé son efficacité certes limitée dans le temps, ça ne dépasse pas 1 à 5 ans, mais une efficacité dans la prévention des méningites, et qui fait que dans les années à venir, vous allez probablement avoir des recommandations dans vos pratiques qui sont de vacciner tous les enfants pour prévenir ce risque méningitique important. Néanmoins, ça reste une drogue chère, un vaccin cher, il n'est pour l'instant pas remboursé, ça pose de gros problèmes économiques. Voilà, on a fait le tour des infections streptococciques. Vous avez vu qu'on a fait ça un peu au pas de charge. Mais moi, je pense que maintenant, vous avez tous les éléments pour pouvoir les aborder et voir celles qui sont un peu plus compliquées plus tard. La fois prochaine, c'est-à-dire demain, l'hystéria et la diphtérie.